Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.6. Je vais faire la correction de l'exercice 1. Je suis à la page 372. Alors, exercice 1A. Quelle est l'énergie potentielle gravitationnelle du système Terre-Lune? Donc, pour faire ça, il faut essentiellement utiliser l'équation qu'on a vue dans la section 3.6. Donc, c'est moins G masse de la Terre fois masse de la Lune divisé par la distance entre les deux. Alors, toutes ces valeurs-là sont données dans les premières pages du livre. Donc, il suffit qu'à aller voir, là, c'est quoi les valeurs des masses, des distances et tout ça. Donc, moins G, c'est la constante de la gravitation universelle, 6,67 10 moins 11. La masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 à la 24, multiplié par la masse de la Lune, qui est 7,35 fois 10 à la 22, divisé par la distance entre la Terre et la Lune, qui est 3,84 fois 10 à la 8. Donc, on fait ce calcul-là avec notre calculatrice. Si on le fait correctement, ça devrait donner moins 7,63 fois 10 à la 28 joules. Et en B, on demande que signifie le signe négatif de l'énergie qu'on vient de trouver. Bon, une énergie potentielle gravitationnelle nous indique que le système est lié par la gravité. Donc, le système Terre-Lune a une énergie potentielle gravitationnelle ensemble de moins 7,63 fois 10 à la 28 joules. Ça veut dire que, imaginons qu'on veut séparer la Lune de la Terre, il faudrait qu'on donne 7,63 fois 10 à la 28 joules d'énergie au système Terre-Lune pour combattre cette énergie de liaison-là. Okay? Donc, je reviens à la question de base. Là. Que signifie le signe négatif? Mais ça veut juste dire que le système est lié par la gravité. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on s'en va faire le numéro 3. OK, numéro 3, on a... Je vais prendre un axe Y. On a une brique qui commence à une hauteur de 1000 km. C'est un axe Y en kilomètres. Donc, commence ici à une hauteur initiale. Donc ça va être mon Y initial, là, ou plutôt mon point initial. Commence à une hauteur de 1000 km et puis on la laisse tomber avec une vitesse initiale nulle. Très bien. Calculer le module de sa vitesse lorsqu'elle atteint les hautes couches de l'atmosphère à 100 km du sol. Fait qu'un peu plus tard, la brique va être rendue ici avec, on s'entend, une grande vitesse qu'on cherche. Et cette hauteur finale-là, ben, on la veut là, à une hauteur de 100 km. Ça, c'est mon point final. Voilà. Donc, pour faire un problème comme ça, il faut absolument qu'on passe par l'énergie parce que, oui, c'est une chute libre, sauf que l'accélération n'est pas constante. L'accélération ne vaut pas 9,8. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas à la surface de la Terre. Donc, si on est à une distance de 1000 km de la surface, ben mon accélération va être un peu plus petite que si je suis à une distance de 100 km. Donc, puisque mon accélération n'est pas constante, je ne pourrais pas utiliser les équations du MUA comme on faisait au chapitre 1. Il faut vraiment passer par la conservation d'énergie. Allons-y. Énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale plus travail non conservatif égale K final plus U final. Bon, initialement, j'ai pas de vitesse parce qu'on dit on lâche, on laisse aller la brique, là, donc pas de vitesse initiale. Je n'ai pas non plus de travail non conservatif parce que techniquement, la seule force qui est présente dans mon problème, c'est la gravité. Et la gravité, c'est une force conservative. Donc, elle sera inclue dans les énergies potentielles gravitationnelles. Okay. Fait c'est ça. Pour cette raison-là, c'est tout. J'ai UI, KF et UF. C'est ça qui me reste. Bon, là, vous pourriez dire, ben, on a du frottement avec la résistance de l'air. On peut supposer qu'on l'a négligé. OK? Si vous lisez la question, là, on dit, sous cette altitude, la résistance de l'air commence à être importante. Puis là, on parle de la hauteur de 100 km. Donc, autrement dit, entre 1000 et 100 km, on peut essentiellement supposer que la résistance de l'air est négligeable. Et ce, même si on va se déplacer très rapidement. Okay. Et là, une autre affaire, il faut faire attention, là, pour l'énergie potentielle gravitationnelle, il ne faut pas utiliser MGY. On ne peut pas, parce que pour la même raison que tantôt,
le G, l'accélération gravitationnelle, n'est pas constante. Parce qu'on n'est vraiment plus à la surface de la Terre, donc on ne peut pas utiliser ça. Il faut utiliser la grande équation qu'on vient de voir, grand G, masse de la brique fois masse de la Terre, divisé par la distance entre les deux. Puis ça, c'est point initial. Cas final, une demi-masse fois vitesse au carré, puis là, ici, on parle de la masse de la brique, plus moins G, masse de la brique, masse de la Terre, divisé par la distance finale entre les deux. Voilà. Si vous regardez mes trois termes de chaque côté de l'équation, on a masse de la brique qui est présent partout. Fait que je peux l'annuler, parce que si on divise par MB de chaque côté, ben ça va s'annuler. Okay? Ensuite, le reste, il faut que je remplace les valeurs. Donc, moins 6,67, 10 moins 11, fois la masse de la Terre qui est 5,98 fois 10 à la 24, divisé par la distance. Bon, là, c'est important. Le R, c'est la distance du centre du premier objet jusqu'au centre du deuxième objet. Donc là, ce qui arrive, c'est que mon axe Y que j'avais pris, là, dans le fond, mon 0, c'est la surface de la Terre. OK? Sauf que ma distance initiale, c'est pas 1000 km. 1000 km, c'est juste la distance au-dessus de la surface de la Terre. Mais quand vous calculez l'énergie potentielle gravitationnelle par cette équation-là, le R, je répète, c'est la distance entre le centre des deux objets. Donc, le centre de la Terre, il n'est pas à Y égale à 0. Hein? Il va être quelque part beaucoup plus loin, là. OK? Donc, je veux toute cette distance-là, moi, là. OK? Et toute cette distance-là, ça va être mon 1000 km plus le rayon de la Terre. OK? Et le rayon de la Terre, c'est 6380 km. Ça aussi, c'est dans les données du début du livre. Donc, mon 1000 km, puis là, je vais tout mettre en mètres parce que dans mon équation, je veux les unités du système international. Donc, 1000 km, je le mets en mètres, donc fois 1000, plus le rayon de la Terre, qui est 6380, que je fais fois 1000 parce que je veux des mètres. Voilà. Ça, c'est mon énergie potentielle gravitationnelle initiale. Égal. Une demi, vitesse finale au carré. Ça, c'est mon inconnu, fait que je le laisse comme ça. Moins 6,67 fois 10 à la moins 11 fois la masse de la Terre divisé par la distance finale entre la brique et le centre de la Terre. Donc là, ça va être sensiblement le même calcul, c'est juste que ma position finale, c'est 100 km au-dessus de la surface. Donc ma distance totale du centre au centre, ça va être 100 000 mètres plus, encore une fois, le rayon de la Terre, 6 380 000 mètres. Voilà. Okay? Et là, rendu là, il me reste juste à isoler vitesse finale. Si on le fait correctement, vous devriez obtenir 3873 mètres par seconde. À une vitesse comme ça, c'est certain que si on considérait la résistance de l'air, il y aurait beaucoup d'énergie de perdu. C'est pour ça qu'ici, là, on n'avait pas le choix de considérer que c'était négligeable, mais en dessous de 100 km, là, la résistance de l'air va devenir très importante. Donc, véritablement, là, cette vitesse-là, tu ne serais pas vraiment la bonne réponse. Ça serait beaucoup plus petit si on avait considéré la résistance de l'air. Très bien. Numéro 4. Calculer la vitesse de libération à la surface de la Terre. Bon. Je vais juste écrire le numéro 3.6.4. Bon, vitesse de libération, là, c'est une équation qu'on a vue dans la section 3.6 du livre. Ça se donne tout simplement par cette équation-ci. 2gm divisé par r. Étant donné qu'on cherche la vitesse de libération de la Terre, il faudra donc qu'on insère dans cette équation-là la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Donc, c'est 2 fois 6,67 fois 10 à la moins 11 fois la masse de la Terre qui est 5,98 10,24 divisé par le rayon de la Terre qui est de, encore une fois, 6 380 000 mètres. On n'oublie pas de la mettre en mètres si on veut que nos unités fonctionnent.
On fait ce calcul-là et ça donne une vitesse de 11 182 mètres par seconde. Autrement dit, vitesse de libération, là, juste pour vous rappeler ce que ça veut dire, là, c'est la vitesse à laquelle il faudrait que je lance un objet à la surface de la Terre pour que cet objet-là se libère de la Terre. Donc, autrement dit, si je lance un objet à la vitesse de 11 182 mètres par seconde, ben, cet objet-là ne va jamais retomber sur Terre. Il va continuer à s'élever dans les airs, il va rentrer dans l'univers, il va se détacher de l'orbite terrestre, puis on ne le reverra plus jamais. Voilà. B. Déterminer le rayon que devrait avoir la Terre pour que la vitesse de libération à sa surface soit égale à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 3 fois 10 à 8 mètres par seconde. Bon, ben, on réutilise encore l'équation de la vitesse de libération, mais là, on veut une vitesse de libération de 3 fois 10 à la 8, puis on cherche le rayon de la Terre auquel correspondrait cette vitesse de libération-là. Fait que je vais réutiliser mon équation, 2 fois 6,67 fois 10 à la moins 11, fois la masse de la Terre, qui, elle, ne change pas, 5,98, 10, 24. Et là, je divise par le rayon que je cherche. Hein? Quel serait le rayon pour avoir une vitesse de libération égale à 3 fois 10 à la 8? Donc, on isole le R de cette relation-là et vous devriez trouver 8,86 mm. On s'entend? C'est petit. Ça serait la Terre de la taille d'une bille, essentiellement. Là. C. Quelle devrait être la masse volumique, donc la masse divisée par le volume de la Terre dans la situation décrite en B? Bon, ben là, c'est tout simple. C'est un calcul de masse volumique. Donc, on prend notre masse de la Terre, 5,98 fois 10 à la 24, divisé par le volume de la Terre. En supposant que la Terre est sphérique, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi fois le rayon à la 3. Le rayon correspondant à ce qu'on a trouvé en B, bien évidemment, là, 8,86 mm, ben là, on le met en mètres, donc 0,08886. Bon, il y avait un autre décimal, là, c'est un 4, à la 3. Donc, on fait ce calcul-là, ça donne la très grande masse volumique de 2,05 fois 10 à la 30 kg par mètre cube. D. Un noyau atomique a une masse volumique de 2 fois 10 à la 17. Quel est le rapport entre la masse volumique trouvée en C et celle d'un noyau atomique? Donc, on fait simplement le rapport de ce qu'on a trouvé. 2,05 fois 10 à la 30 divisé par la masse volumique qui est donnée dans l'énoncé de 2 fois 10 à la 17. Ça nous donne 1 fois 10 à la 13 fois le rapport. Bon, à quoi ça sert de nous faire calculer ça? Ben, c'est juste pour nous faire réaliser que c'est tout à fait extrême là, comme valeur, parce que dans le fond, OK, on va commencer par la base. Rendu à la question B, on demande le rayon de la Terre pour avoir une vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière. Mais quand on fait ça, il faut comprendre que ça correspondrait à un trou noir. Quand on a un objet qui possède une vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière, ça veut dire que même la lumière n'arrive plus à s'échapper de l'objet, tellement que la masse est grande. Bon. Ben donc, ça, c'est la définition d'un trou noir. OK? Donc, autrement dit, on revire la question à l'envers, c'est quel devrait être le rayon de la Terre pour qu'elle soit un trou noir? C'est le rayon qu'on a trouvé. Et donc, pour que la Terre soit un trou noir, il faudrait qu'on prenne toute la Terre avec la masse qu'on lui connaît actuellement et qu'on la condense dans une petite bille qui a un rayon de 8,86 mm. Ça voudrait dire qu'on aurait une masse volumique immense de 2,05 fois 10 à la 30. Et juste pour se donner une idée, on va comparer cette masse volumique-là à la masse volumique d'un noyau atomique, qui est probablement la chose la plus dense qu'on connaît à la surface de la Terre. Donc, ça prendrait une masse volumique 1 fois 10 à la 13 fois plus élevée que la chose la plus dense qu'on connaisse. Donc, c'est juste pour mettre en perspective que, évidemment, ça n'arrivera pas.
Numéro 7. On va l'écrire au complet. Oups. 3.6.7. OK, on a une petite démonstration à faire ici. On veut montrer que l'énergie mécanique, qui est égale de base à énergie cinétique plus énergie potentielle gravitationnelle, on veut s'arranger pour que ce soit égal à moins G M1 M2 sur 2R quand on a un satellite de masse M1 qui tourne autour d'une planète de masse M2. OK, bon. Fait qu'on part de ça. Mon énergie mécanique, quand on a un satellite qui tourne autour d'une planète de masse M2, quelle serait l'énergie? Je vais développer. Énergie cinétique. C'est 1/2 fois la masse du satellite. Satellite, on dit, c'est l'objet de masse M1. Fois la vitesse de cet objet-là au carré. Plus l'énergie potentielle gravitationnelle entre la planète de masse M2 et le satellite. Donc, ça va être moins grand G, M1, M2 sur la distance entre les deux. Ça, c'est purement les équations qu'on a vues là, dans les sections précédentes. Jusque-là, il ne devrait rien avoir de très choquant. Bon, là, évidemment, je regarde ça, puis je regarde l'équation qui est dans le livre. Là, pour me rendre à cette équation-là, on a comme un morceau de trop en ce moment-là. Moi, dans mon développement. Puis le morceau de trop, c'est la vitesse qui est là. Vous voyez que dans l'expression finale qu'on veut obtenir, il n'y a pas de vitesse. Donc, ça veut dire que cette vitesse-là, que moi que j'ai, il faudrait que je m'arrange pour la remplacer par quelque chose d'autre. Et pour faire ça, on va devoir aller faire une somme des forces, comme on faisait au chapitre 2 quand on avait une trajectoire circulaire. Parce qu'il faut comprendre que ici, c'est une trajectoire circulaire. On a une planète de masse M1, puis on a un satellite de masse M2 qui tourne autour sur une trajectoire circulaire. Donc, cet objet-là, le satellite M2, il subit comme seule force la force gravitationnelle. Hein? Il est attiré par la planète de masse M1. Donc, je peux faire somme des forces dans la direction R'. Oui, c'est important que ce soit R' parce que dans une trajectoire circulaire, mon axe R', c'est l'axe qui pointe vers le centre de la trajectoire. Et dans cet axe-là, j'ai une accélération centripète. Donc, je peux dire somme des forces dans la direction R', c'est égal à masse de l'objet fois l'accélération centripète. Et mon objet, ben, c'est le satellite, là, donc c'est M2. Et donc, la seule force qui agit sur mon satellite, c'est la force gravitationnelle, mais ne nous trompons pas, on ne peut pas utiliser mg. Il faut utiliser la loi de la gravitation universelle, parce qu'on n'est pas à la surface de la Terre. Là. Donc, c'est grand G, masse de la planète, fois masse du satellite, divisé par la distance entre les deux. Ça ressemble à l'énergie potentielle gravitationnelle, mais ça, c'est la force gravitationnelle que j'écris là. Égale masse du satellite fois l'accélération centripète qui est égale à V carré sur R. Bon, là, j'ai des choses qui vont se canceller là-dedans. Là. Déjà, la masse M2, on voit qu'elle est présente de chaque côté de mon équation, fait que je peux le diviser par M2. Ensuite, le R au dénominateur, ben, j'ai un R carré à gauche puis j'ai un R à droite. Je peux canceller un R de chaque côté, donc celui à droite, je l'enlève. Celui à gauche, je vais enlever l'exposant 2. Voilà. Fait que ce qui me reste finalement, si je réécris, c'est V carré, du côté droit que j'ai isolé, là, c'est égal à grand G, M1 sur R. Voilà. Fait que ça, je vais prendre ça, puis je vais venir le remplacer ici, à la place du V carré dans mon équation de départ. Donc, 1/2 M1 fois, je remplace mon V carré par ce que je viens de vous mentionner, grand G, M2 sur R. Parenthèse, moins grand G, M1, M2 sur R. OK. Là, mon premier terme, je vais juste le réarranger pour que vous voyez peut-être quelque chose apparaître. Donc, j'ai 1/2 grand G, M1, M2 sur R, moins grand G, M1, M2 sur R. Donc, vous voyez que j'ai un morceau commun aux deux. Là. Le grand G, M1, M2 sur R, c'est commun. Fait que si je le mets en évidence, grand G, M1, M2 sur R, j'ouvre la parenthèse, là, je mets en évidence. Donc, dans mon terme de gauche, il reste 1/2, puis le terme de droite, il reste moins 1. C'est tout. 1/2 moins 1, ça donne moins 1/2. Donc, il me reste moins grand G, M1, M2, puis là, je mets la demi, R.
Voilà. Je suis arrivé à ma réponse.